Pourquoi le destin frappe-t-il souvent au moment le plus humiliant? Imaginez, une pluie glaciale de novembre, une valise à vos pieds et les papiers d'un divorce qui vient d'effacer 10 ans de votre vie. Pour Hélène, ce n'était que le début. Poussée hors de sa propre existence, elle a frappé à une porte au hasard, sans savoir qu'elle ouvrait un nouveau chapitre, une bataille pour retrouver non seulement ce qu'on lui avait pris, mais surtout qui elle était vraiment. Elle se tenait sous la pluie, avec une valise et les papiers du divorce, et derrière elle résonnaient les rires des gens. Ce jour-là, un homme est apparu à ses côtés, un homme qui a vu en elle ce que les autres ne voyaient pas. Pourquoi le destin intervient-il parfois au moment le plus humiliant? Quand Hélène sortit de l'immeuble de verre dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu à Lyon, elle eut l'impression que la ville était devenue plus silencieuse. Pas plus calme, pas plus douce, mais précisément plus silencieuse. C'est ce qui arrive après un choc, quand les oreilles bourdonnent encore alors que tout autour la vie continue, comme si rien ne s'était passé. La pluie tombait, fine, piquante, une pluie de novembre. Elle ne tombait pas à verse, ne faisait pas de bruit, mais semblait achever méthodiquement tout ce qui tenait encore à l'intérieur. Le ciel gris pesait bas, l'asphalte mouillé reflétait les phares blancs et les fenêtres jaunes, et toute la ville ressemblait à une vitrine froide où elle n'avait plus sa place. Derrière elle, au 22e étage, un mariage de 10 ans avait pris fin. Sans bruit, sans scandale, sans vaisselle brisée ni accusation, bien pire. Tout s'était terminé sèchement, platement, sur un ton presque professionnel, comme on ferme une branche déficitaire qu'on ne veut plus traîner. Hélène se tenait sous l'auvent de l'entrée, sans ouvrir son parapluie. Elle ne se souvenait même pas si elle l'avait pris le matin. Dans ses mains, elle n'avait que son sac, et dans sa tête, trop de mots des autres et pas un seul des siens. Une demi-heure plus tôt, elle était assise en face de Didier, qui feuilletait les papiers avec un calme tel qu'il semblait s'agir non pas de la vie de quelqu'un d'autre, mais du report d'une transaction. « Formellement, dit-il alors en ajustant ses lunettes. Vous avez vous-même signé le transfert temporaire des droits il y a 10 ans. C'était une mesure d'urgence pour que l'entreprise survive à la crise. Le document est rédigé dans les règles de l'art. Les principaux actifs ont été transférés à des fonds liés et à des filiales. Contester cela maintenant est presque impossible. Presque impossible. Comme ces deux mots sonnaient facilement pour un homme qui, le soir, rentrerait chez lui, dînerait et se coucherait sans poids sur la poitrine. Hélène se souvenait bien du jour où elle avait signé. À l'époque, avec Olivier, il n'avait pas de bureau luxueux, pas de montre chère, pas de gens pour leur ouvrir les portes. Il y avait une petite cuisine, des yeux cernés, des calculs sur des feuilles de papier, et la peur que l'entreprise ne se réveille tout simplement pas le matin. Elle avait alors l'impression de sauver leur avenir commun. Elle ne signait pas un renoncement à sa vie, elle signait sa confiance. Mais la confiance, comme il s'est avéré, fonctionne mal contre ceux qui apprennent ensuite à parler le langage des juristes, des fonds et des structures. Olivier était assis en face d'elle pendant tout le temps où Didier expliquait pourquoi 10 ans de son travail n'avaient pas le prix habituel. Il portait un costume sombre, impeccable, comme son nouveau monde. Il ne la regardait presque pas, vérifiait parfois son téléphone, répondit une fois à un message, jeta un bref coup d'œil à sa montre. Hélène a tenu plus longtemps qu'elle ne le pensait. Elle est restée silencieuse pendant qu'on parlait de papier, pendant qu'on transformait sa vie en un schéma. Mais quand elle a demandé pour la maison, sa voix a finalement tremblé. Et l'appartement? Olivier leva les yeux. Il fait partie du lot préparé pour la liquidation avant la transaction avec le groupe Céleste. C'est déjà décidé. Il prononça cela d'un ton neutre, sans colère, presque là, comme s'il expliquait une évidence. Hélène serra les doigts sur la lanière de son sac. Il y avait le piano de maman. Olivier se tut une fraction de seconde. On l'a enlevé hier lors d'un inventaire interne. Le monde ne s'est pas effondré, n'a pas vacillé, n'a pas explosé. Simplement, un vide s'est fait en elle. Le piano était la dernière chose qu'elle gardait non pas comme un meuble, mais comme un souvenir. Quand sa mère est morte, c'est ce piano qui est resté dans la maison comme une voix qu'on pouvait encore entendre. Enfant, Hélène se réveillait au son de ce piano le dimanche, et après les funérailles,
Elle n'a longtemps pas pu s'en approcher. Ce n'est que des années plus tard qu'elle a appuyé un jour sur une unique touche, si doucement, comme si elle demandait la permission de se souvenir. « Enlever ?» redemanda-t-elle. « Oui, dit Olivier. C'était un bien à l'intérieur du site. Il a été inclus dans la liste générale. Pas le piano de ta mère, pas ton souvenir, juste un bien à l'intérieur du site. » Hélène regardait l'homme avec qui elle avait autrefois partagé une tasse de café le matin. L'homme pour qui elle avait travaillé double service pour qu'il ait une semaine de plus, une chance de plus de redresser l'entreprise. Elle le regardait et ne le reconnaissait pas. Non, ce n'était peut-être pas tout à fait ça. Elle le reconnaissait, simplement trop tard. Les portes du bâtiment s'ouvrirent automatiquement, et l'air humide, un vrai air de novembre, la frappa au visage. La vie de la grande ville ne s'était pas arrêtée parce qu'une femme venait de perdre sa maison, son mariage et la dernière chose qui la liait à sa mère. Le téléphone dans sa main vibra brièvement. Un message d'Olivier. Le code de l'appartement a été changé. Les valises ont été laissées en bas, près de l'entrée. Récupère-les aujourd'hui. Hélène lut le message une fois, puis une deuxième, puis baissa son téléphone et regarda devant elle avec des yeux vides. Quand elle revint à l'immeuble, les valises attendaient déjà sous l'auvent, près de l'entrée de service. 2 rectangles étrangers, mouillés par les éclaboussures de pluie, dans lesquels tenait désormais toute sa vie. Le concierge détourna le regard. Le jeune gardien fit semblant de parler à quelqu'un par talkie-walkie. Personne ne lui adressa un mot. L'humiliation est rarement bruyante. Le plus souvent, elle ressemble à ça, quand les gens autour comprennent tout, mais font semblant que rien ne se passe. Elle traîna elle-même les valises jusqu'à la voiture. Hélène donna l'adresse de Sandrine, sa vieille amie. Pas dans ce quartier scintillant de Lyon où vivaient des gens comme une nouvelle Olivier, mais à côté, dans les vieux immeubles de la Croix-Rousse, où l'on pouvait encore trouver un logement plus simple. Le téléphone affichait quelques pourcents de batterie, ses doigts tremblaient. La voiture démarra. Dehors défilaient des façades humides, des feux de signalisation, de rares passants. À chaque virage, Lyon semblait de plus en plus étrangère. Hélène se laissa tomber sur le siège et ferma les yeux. Devant elle, ce n'étaient toujours pas les rues, mais le piano. Le vernis noir, le couvercle, les tous usés. Elle ressentit soudain une douleur physique à l'idée qu'en ce moment, un étranger touchait cet instrument. « Nous sommes arrivés, dit le chauffeur. Hélène ouvrit grand les yeux. Elle comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Les maisons ici étaient anciennes, cossues. Sandrine ne pouvait pas vivre ici, dans un tel endroit. L'erreur était minime sur une carte, mais immense pour une personne sous la pluie. Le chauffeur avait déjà sorti les valises et les avait posées sur le trottoir. La voiture repartit presque aussitôt, laissant derrière elle un arc d'eau projeté par les roues. Hélène resta seule. Devant elle s'étendait une rangée de maisons au portail fermé, dans un silence qui n'avait rien d'humain. Le téléphone dans sa main clignota et s'éteignit. La batterie avait lâché. Elle s'approcha de l'une des maisons, la plus sombre et la plus silencieuse. « Juste pour téléphoner, se dit-elle. Juste pour demander un chargeur ou appeler un taxi. » Les marches étaient glissantes. Hélène reprit son souffle, leva la main et regarda pendant quelques secondes le lourd heurtoir en fer. Jamais de sa vie, elle ne s'était sentie aussi de trop. Puis elle frappa quand même. Le son fut sourd, lourd. Il se noya dans la pluie et disparut presque aussitôt. Personne n'ouvrit. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois. L'eau coulait sur ses joues. « S'il vous plaît, murmura-t-elle dans l'obscurité. Je veux juste téléphoner. » Elle frappa avec le heurtoir une 3e fois, et c'est alors que des bruits de pas se firent entendre de l'intérieur. Ni rapides, ni inquiets, mais calmes, assurés. Quelqu'un s'approcha de la porte, s'arrêta juste derrière. Et pendant cette courte seconde, Hélène sentit une tension étrange, comme si de l'autre côté se tenait non pas simplement le propriétaire de la maison, mais un homme qui en savait déjà plus sur elle qu'un inconnu ne le devrait. Le verrou cliqua. La porte commença à s'ouvrir. La porte ne s'ouvrit pas brusquement, mais lentement, comme si la personne de l'autre côté avait d'abord écouté, avant de décider s'il fallait laisser entrer le malheur d'autrui dans sa soirée.
Sur le seuil se tenait un grand homme en pull sombre. Derrière lui brillait une douce lumière jaune. Et à cause de cela, l'air humide parut soudain encore plus froid à Hélène. Son visage était calme, mais son regard était attentif. Trop attentif pour un inconnu. Il la balaya simplement du regard, comme s'il ne voyait pas une femme trempée sur un porche étranger, mais les conséquences de quelque chose de bien plus grand. « Excusez-moi », Hélène rompit la première le silence. « Je crois que je me suis trompée d'adresse. Je cherche Sandrine. Elle loue un appartement non loin d'ici. Mon téléphone est déchargé. Je voulais juste appeler. »« Sandrine ?» répéta-t-il doucement. « Oui, je me suis probablement trompée de rue. Si c'est possible, j'appellerai un taxi et je partirai tout de suite. » Il la regarda de nouveau, comme pour sonder plus profondément, voir cette fatigue que même la posture la plus droite ne pouvait dissimuler. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui vient demander beaucoup, » dit-il enfin. « Entrez, sinon vous allez tomber malade sur ces marches. » Hélène ne bougea pas. Après cette journée, elle ne croyait plus qu'une porte ouverte menait forcément à la sécurité. L'homme sembla comprendre cela sans un mot. « Si cela vous rassure, vous pouvez rester dans l'entrée, mais au moins, sous le toit, il ne pleut pas. » Hélène tira la poignée de la première valise, puis de la seconde, et franchit le seuil. L'air chaud l'enveloppa, presque douloureusement. L'entrée sentait le bois sec, la tisane et la vieille maison, où l'on ne recherche pas le luxe ostentatoire. L'homme ferma la porte, poussa le lourd verrou et dit seulement après « Posez les valises ici ». Il s'approcha d'un placard, en sortit une grande serviette et la lui tendit. « Prenez ». Puis, sans attendre de remerciements, il fit un signe de tête vers la pièce. « Il fait plus chaud là-bas. Asseyez-vous, je vais préparer une tisane. » Pas un mot de trop, pas une tentative de questionner, de plaindre ou de consoler. Et pour la première fois de la soirée, la poitrine d'Hélène ne se serra pas davantage. Elle enleva son manteau trempé et le suivit lentement. La pièce s'avéra être une bibliothèque. De hautes étagères, un feu dans la cheminée, 2 fauteuils à haut dossier. Ici, il n'y avait pas le désir d'impressionner, mais celui de se couper du monde. « Asseyez-vous » dit l'homme. Une minute plus tard, il revint avec un plateau. Il lui servit d'abord la tisane, puis se servit. « Merci » dit doucement Hélène. « De rien. » Hélène entoura la tasse de ses pommes. Ce n'est que maintenant qu'elle put observer le maître des lieux. Cheveux sombres, visage calme, le regard las d'un homme qui ne vit plus depuis longtemps pour impressionner les autres. « Vous connaissez Sandrine » demanda-t-elle. « Non, mais je sais que plusieurs appartements dans la rue voisine sont en location saisonnière. Il est fort possible qu'elle soit là-bas. Vous avez sans doute donné le mauvais numéro de maison au chauffeur. » Probablement, Hélène eut un sourire amer. « Aujourd'hui, tout va de travers pour moi. »« Voulez-vous que je vous appelle une voiture plus tard » demanda-t-il, « quand vous serez réchauffé ?»« Je voudrais bien, mais j'ai sans doute l'air étrange. »« Vous avez l'air de quelqu'un qu'on vient de jeter hors de sa vie antérieure, » dit-il calmement. Hélène leva lentement les yeux vers lui. « Comment le savez-vous ?»« Je ne connais pas les détails, mais je sais faire la différence entre une femme qui s'est fait surprendre par la pluie et une femme à qui on a tout pris en un seul jour. » Hélène posa la tasse sur la soucoupe. Ses doigts tremblaient encore. « Qui êtes-vous » L'homme resta silencieux un instant, puis répondit « Julien. »« Hélène. » Il hocha la tête, comme s'il vérifiait mentalement quelque chose qu'il savait déjà. « Oui, dit-il doucement. C'est bien ce que je pensais. »« Nous nous connaissons » demanda-t-elle avec méfiance. « Pas personnellement. »« Alors pourquoi avez-vous dit ça ?» Julien s'adossa au fauteuil. « Parce que je suis depuis longtemps la transaction entre Horizon Logistique et le groupe Céleste. Et quand on observe longtemps les entreprises, on finit tôt ou tard par voir plus que celui qui sourit devant les caméras. » Hélène se figea. « Je ne comprends pas. »« Vous comprenez. Vous n'avez simplement pas encore décidé si vous pouviez me faire confiance. » Julien but une gorgée de tisane et continua. « Dans les anciens dossiers d'Horizon Logistique, la même histoire revenait depuis des années. Olivier aux réunions, Olivier dans les interviews, Olivier avec un énième sourire de vainqueur, et presque nulle part un mot sur la personne qui avait réellement assemblé la logique interne de l'entreprise en un système fonctionnel. Mais des traces subsistaient. Quelles autres traces ?
Des corrections dans les documents, des modifications dans les schémas, même l'écriture dans les annotations sur les impressions. On ne devine pas ça, on le sait. Beaucoup de gens auraient pu le faire, dit Hélène. Peu de gens, répondit Julien. Une seule personne. Une femme qui comprenait comment tout fonctionnait à l'intérieur, mais qui ne se mettait pas en avant. Sur les vieilles photos, vous étiez à côté, pas au centre, sur le bord. Généralement avec un dossier à la main, pas une coupe de champagne. Hélène le regardait sans ciller. Olivier avait pu oublier, avait pu l'effacer, mais cet étranger lui parlait maintenant comme s'il la voyait comme une pièce essentielle du mécanisme, sans laquelle rien n'aurait pu avancer. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda-t-elle. « Parce que vous vous êtes trompé de porte et que vous n'êtes pas tombé là où on vous plaindra, mais là où on peut enfin vous voir correctement. » Elle dut se tourner vers le feu pour ne pas montrer à quel point même le respect pouvait être douloureux quand on ne l'a pas reçu depuis longtemps. Le silence fut rompu par un son venant de la pièce voisine. Quelques accords dissonants. Julien changea immédiatement. Son regard se perdit quelque part au-delà d'elle, là où quelque chose du passé était encore vivant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Il ne se leva pas tout de suite. Rien d'important. Il y a un vieux jukebox dans la pièce d'à côté. Parfois, il se déclenche avec les changements de température. Il s'approcha de la porte trop rapidement pour quelqu'un à qui cela était égal. Julien se figea un instant, la main sur la poignée. Cet instant suffit. On reconnaît la douleur d'autrui plus vite que tout quand on en a soi-même trop. Quand il revint, son visage était de nouveau calme. « Pardonnez-moi, dit-elle. Il n'y a pas de quoi. Chacun a dans sa maison une pièce où il ne vaut mieux pas jeter un œil le premier soir. » Cette phrase ne respirait pas la menace, mais la lassitude. La cheminée crépitait, la tisane refroidissait. « Je ne vais pas vous parler de travail, d'argent ou d'un poste maintenant, dit-il. Vous avez trop froid. » Toute grande décision prise dans un tel état sent ensuite le désespoir. Et s'il ne me reste rien d'autre que le désespoir? C'est seulement une impression. Et demain, peut-être, vous le verrez vous-même. Pourquoi m'aidez-vous au juste ? Parce que je n'aime pas qu'on essaie de me convaincre que la façade est tout le bâtiment. Julien se leva. Restez pour la nuit. La chambre d'amis est à l'étage. Je monterai les valises moi-même. Demain matin, vous chargerez votre téléphone, vous contacterez Sandrine, vous ferez le point sur ce qu'il vous reste, et ensuite, si vous le souhaitez, nous parlerons. En tant que quoi ? Demanda Hélène. Julien la regarda avec la même attention que lorsqu'il avait ouvert la porte. Comme deux personnes qui, peut-être, s'apprêtent à entrer dans la même guerre. Il dit cela calmement. Hélène ne répondit pas. Il y avait encore trop de douleur en elle, mais quelque part au fond, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'autre s'agita. Pas encore de l'espoir. Plutôt le sentiment que la porte à laquelle elle avait frappé par erreur ne s'était pas ouverte par hasard. Julien souleva une valise et se dirigea vers l'escalier. Hélène jeta un regard à la seconde, mouillé, sombre. Jusqu'à cet instant, les choses à l'intérieur lui semblaient n'être que les restes d'une vie passée. Soudain, ce n'était plus le cas. Le matin dans la maison de Julien était calme, presque immobile. La pluie qui avait battu contre les fenêtres toute la nuit s'était calmée à l'aube. Maintenant, derrière la vitre, s'étendait un ciel lyonnais gris, lourd comme une pensée inexprimée. Hélène ne se réveilla pas tout de suite. Pendant quelques secondes, elle resta allongée, fixant le plafond d'une chambre étrangère, sans comprendre où elle était. Puis la mémoire revint d'un coup, sans pitié. Le jugement, les papiers, le visage d'Olivier, le message sans le code changé, les valises à l'entrée, les marches mouillées, la lourde porte. Mais avec cela vint aussi une autre sensation. Pas un soulagement, non, plutôt une étrange clarté prudente. Pour la première fois depuis 24 heures, elle n'avait pas besoin de courir, de s'expliquer, de se justifier ou de tenir debout uniquement par fierté. Elle pouvait simplement s'asseoir et voir ce qui lui restait vraiment. Sur une chaise près du lit se trouvaient ses vêtements, presque secs. Près de la porte se tenaient les 2 valises. Quelqu'un, manifestement Julien, les avait montées lui-même pendant la nuit, comme promis,
les avait simplement déplacés comme si c'était naturel. Hélène se lava le visage à l'eau froide, attacha ses cheveux, enfila un simple pull et s'assit sur le tapis à côté de ses bagages. Les affaires étaient en désordre. Chemisier, lingerie, produits de beauté, une écharpe pliée en deux. Tout cela ressemblait au reste d'une autre vie, rassemblée à la hâte. Dans la seconde valise se trouvait ce qui, autrefois, semblait moins important. Un vieux dossier à élastique, un carnet usé, 2 clés USB, des papiers agrafés avec des annotations au crayon. Elle sortit tout cela et le disposa sur le lit. On frappa doucement à la porte. « Je peux ?» demanda Julien. « Oui. » Il entra avec un plateau. « J'ai pensé que vous feriez mieux de manger d'abord, dit-il. « Merci. » Julien regarda le lit, où les papiers et le carnet étaient déjà étalés. Pas avec surprise, plutôt avec cette attention calme avec laquelle on regarde quelqu'un qui a pris la bonne décision. « Alors, vous avez finalement décidé de commencer par là, dit-il doucement. Hélène toucha du bout des doigts une vieille clé USB. Vous avez dit hier que ce matin, nous parlerions comme des gens qui s'apprêtent à entrer dans la même guerre. Je ne crois pas beaucoup aux belles paroles, mais si une guerre est vraiment possible, il faut d'abord que je sache si je possède la moindre arme. Julien hocha la tête. C'est raisonnable. En bas, dans une petite pièce à côté de la bibliothèque, se trouvait une large table. Un ordinateur portable ouvert y attendait déjà. Julien ne la pressait pas, ne lui mettait pas de conclusions toutes faites dans la bouche, ne lui expliquait pas sa propre vie. Elle inséra la clé USB dans le port et retint son souffle. À l'écran, les dossiers s'ouvrirent l'un après l'autre. Schémas, anciens calculs, ébauches de présentation, tableaux. Plus elle regardait, plus sa respiration devenait régulière. À la place de la douleur, un autre sentiment commençait à s'installer, la concentration. « Ce sont mes fichiers, dit-elle après quelques minutes. Je les ai faits à l'époque où nous n'avions qu'un seul entrepôt et 6 camions en location. » Julien ne l'interrompit pas. Il se tenait à côté, la main légèrement appuyée sur le bord de la table, et écoutait comme si le plus important pour lui était de ne manquer aucun détail. Hélène ouvrit de vieux courriels. Elle y négociait avec les fournisseurs, modifiait les plannings, persuadait les sous-traitants d'attendre le paiement, et parfois, en pleine nuit, elle envoyait à Olivier des solutions toutes prêtes qu'il présentait ensuite en réunion comme les siennes. Elle s'arrêta sur un courriel et sourit malgré elle. « Regardez, c'était 1 mois avant la première grosse affaire. Il disait alors aux investisseurs qu'il avait imaginé un nouveau schéma. Et voici le courriel avec mes corrections. Il est 3h17 du matin. Vous avez gardé ça, dit Julien. Je gardais tout. À l'époque, ça me semblait plus sûr. Je me disais que ça pourrait servir un jour. » Elle ouvrait un fichier après l'autre. À l'écran, ce n'était pas la légende d'un autre qui apparaissait, mais son vrai travail. Silencieux, fastidieux, nocturne, obstiné, celui sans lequel aucune entreprise ne grandit. Puis Hélène se tut. Elle fixa un tableau pendant quelques secondes et zooma. « Le voilà, dit-elle. »« Quoi exactement ?»« L'entrepôt sur le boulevard périphérique, le nœud logistique par lequel passaient les fournitures médicales. Le bail se termine dans 1 mois. À l'époque, nous avions obtenu une licence spéciale pour ce site. Elle est spécifiquement liée à cet emplacement. Sans elle, la chaîne d'approvisionnement commencera à s'étouffer. » Julien s'approcha. « Et Olivier a laissé passer ça ?» Il ne l'a pas laissé passer, il l'a plutôt mis de côté. Il est trop absorbé par la transaction avec le groupe Céleste. Il a l'habitude de penser en termes de vitrine, et il a toujours considéré ce genre de choses comme de la routine, quelque chose qui doit fonctionner tout seul. Elle ouvrit rapidement un autre tableau. « Attendez, voilà pourquoi tout semble si parfait sur le papier. Il a réduit l'entretien d'une partie des camions il y a 6 mois. Sur le rapport trimestriel, ça a l'air bien, mais à l'intérieur, tout tient déjà par un fil. » Julien tourna son regard vers Hélène. « Vous en êtes sûre ? » ?»« Oui, il ne peut pas y avoir autant de coïncidences. Je vois ça comme un chirurgien qui vient enfin de trouver la source d'une hémorragie interne. » Julien s'assit en face d'elle. « Bien, alors écoutez. Voici ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas. J'ai besoin de vous non pas comme un symbole ou une belle histoire pour la presse. J'ai besoin de vous
comme la personne qui sait où se trouve le point faible de cette structure. Hélène ne détourna pas le regard. « Et que proposez-vous » ? Formellement, c'est Phoenix Stratégie qui agira. Vous en serez la représentante stratégique, ni plus ni moins. Elle expira à peine perceptiblement. Pour une raison quelconque, cela la calma plus que s'il lui avait d'emblée offert un titre et du pouvoir. Et vous ? Je m'occuperai de ce que je sais faire de mieux. Via Rhône Capital, nous allons essayer de racheter l'entreprise qui possède le terrain sous cet entrepôt, ainsi qu'une partie de la dette à court terme sur laquelle Horizon Logistique repose actuellement. Il va le sentir. Il est obligé de le sentir, dit calmement Julien. Mais pour l'instant, il ne doit pas comprendre qui s'approche de lui par derrière. À midi, sur leur table, il n'y avait plus un tas de vieux papiers, mais une chaîne d'opérations soigneusement construite. Hélène était presque effrayée par la rapidité avec laquelle son esprit avait retrouvé son rythme d'antan. Dans l'après-midi, la scène changea. À l'autre bout de la ville, Olivier était assis à une longue table en verre, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Le deuxième message le fit relever brusquement la tête. Il ne lut pas le troisième, jeta le téléphone sur la table et se leva. « Que signifie ce changement de propriétaire » demanda-t-il si bas que le juriste comprit immédiatement que l'affaire était grave. « Qui a acheté le site ?» Pour l'instant, c'est enregistré via une structure intermédiaire. Le nom est nouveau, les traces sont masquées. Alors démasquez-les. Olivier s'approcha de la fenêtre. Personne en bas ne savait que l'image parfaite qu'il s'apprêtait à montrer au groupe céleste commençait à se fissurer aux endroits les plus cruciaux. « Ce n'est pas une coïncidence, dit-il. Quelqu'un frappe intelligemment au point névralgique. » Il se retourna. « Mobilisez la cellule média dès aujourd'hui. Si Hélène a décidé de jouer, que tout le monde la voie non pas comme une victime intelligente, mais comme une femme instable qui se venge après un divorce. » « C'est risqué, » prononça le juriste. « Tout est risqué quand on commence à vous démanteler pièce par pièce, » lança froidement Olivier. Le soir, dans la maison de Julien, il faisait plus sombre. Hélène était fatiguée, mais c'était une autre fatigue, pas celle qui vient après l'humiliation, mais celle qui reste après un travail acharné, quand les forces s'en vont, mais qu'un soutien se crée à l'intérieur. Julien ferma l'ordinateur portable et la regarda par-dessus le silence. Aujourd'hui, nous avons gagné le premier round. Hélène secoua faiblement la tête. C'est vous qui avez tout mis en mouvement. Non, répondit-il. Le point faible, c'est vous qui l'avez trouvé, de mémoire, grâce à ce travail dont Olivier a trop longtemps parlé comme du sien. Elle baissa les yeux sur le carnet avec ses anciennes notes. Son écriture tremblait par endroits. À l'époque, elle écrivait la nuit, presque sans sommeil. Et pourtant, chaque trait lui semblait maintenant non pas un souvenir pathétique, mais une preuve. « C'est étrange, dit-elle doucement. Hier, j'avais l'impression qu'il ne me restait rien, et aujourd'hui, il s'avère que le plus important, il n'a jamais pu me le prendre. » « Parce que ce n'était pas dans l'appartement, dit Julien, ni sur ses comptes. » Elle leva lentement les yeux vers lui, et à cet instant, pour la première fois depuis le jugement, elle sentit une force, silencieuse, concentrée, la sienne. Julien s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement les rideaux. Dehors, le crépuscule précoce s'épaississait. Si vous décidez de continuer, la prochaine partie sera différente. Demain ou après-demain, on se souviendra de nouveau de vous, mais pas de la manière qui arrange Olivier. « Vous voulez me mettre en lumière, devina Hélène. « Je veux qu'il voie enfin qui il a jeté, répondit calmement Julien, et qu'il le voie non pas en tête-à-tête avec lui-même. » Elle ne demanda ni quand, ni comment, car elle le savait déjà. Le temps du silence était terminé. Hélène passa la main sur la vieille clé USB et pour la première fois, s'autorisa à penser non pas à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'elle pouvait encore regagner. Et quelque part, à l'autre bout de la ville, Olivier sentait déjà un cercle invisible se resserrer lentement autour de lui. Seulement, le nom de celui qui le tenait entre ses mains, il ne le connaissait pas encore. Après la conversation de la veille dans la maison de Julien, Hélène n'avait presque pas dormi. Non pas parce qu'elle avait peur. La peur, ces derniers jours,
était trop fatiguée pour rester vive. À l'intérieur, la même pensée revenait sans cesse. Jusqu'à présent, elle s'était battue en silence. Aujourd'hui, le silence prenait fin. Le matin commença tôt. Lyon était toujours aussi grise, comme si novembre ne savait ni regretter, ni consoler. Julien ne la pressait pas, ne la bousculait pas avec des mots. Il dit seulement qu'il restait quelques heures avant l'ouverture du forum et que Sylvie arriverait vers 11 heures. Hélène ne comprit pas tout de suite pourquoi. Quand Sylvie entra dans la maison, elle n'apporta aucune agitation. C'était une femme posée, la cinquantaine, vêtue d'un tailleur sombre. Après avoir regardé Hélène une seule fois, elle avait déjà presque tout compris. « Nous n'avons pas besoin de faire de vous quelqu'un d'autre, » dit-elle en guise de salutation. « Il faut juste enlever de votre visage tout ce qu'on vous a imposé ces derniers jours. » Sylvie travailla en silence. Elle n'essaya pas de transformer Hélène en une beauté de conte de fées, ne construisit pas sur elle le rêve d'un autre. Les cheveux étaient coiffés sobrement, le maquillage à peine visible, juste assez pour redonner de la fermeté au regard. Une robe sombre, une longue veste, des boucles d'oreilles discrètes. « Voilà, dit Sylvie. Maintenant, on vous écoutera avant de commencer à vous plaindre. » Hélène se leva et regarda son reflet. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait cessé de ressembler à une personne qu'il fallait immédiatement mettre à l'écart. En bas, Julien l'attendait. Son regard ne s'attarda sur elle qu'une seconde. Dans cette seconde, il n'y avait ni surprise, ni admiration masculine. Seulement la brève évaluation d'un homme qui voit qu'un autre être est prêt. « Prête » demanda-t-il. « Non » répondit honnêtement Hélène. Julien hocha la tête. C'est la bonne réponse. Ils sortirent de la maison presque sans un mot. Dans l'habitacle de la voiture, il faisait chaud, silencieux et trop spacieux pour 2 personnes, chacune perdue dans ses pensées. Julien rompit le premier le silence. « Le public là-bas ne sera pas amical. Dès que vous entrerez, on commencera à vous juger sur vos vêtements, votre posture, votre façon de marquer une pause. » Hélène regardait par la fenêtre. « Je sais. »« Non, objecta-t-il calmement. Vous le savez intellectuellement. Voulez-vous vraiment entrer là où l'on vous a autrefois poussé dans les coulisses et faire comme si vous n'aviez pas peur ?» Elle se tourna lentement vers lui. « Je ne ferai pas semblant. J'ai peur. Mais si je n'y vais pas, Olivier sera convaincu jusqu'à la fin de sa vie qu'il avait raison. » Julien resta silencieux un moment. C'est déjà suffisant. Ils ne parlèrent plus. Désormais, chaque pas serait dangereux. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le forum se tenait dans un grand centre de congrès, baigné d'une lumière froide. Tout cela ressemblait à une foire aux vanités, mais en plus cher et plus froid. Olivier apparut près de la zone centrale avant eux. Il se tenait entouré de son équipe. Assuré, lisse, maître de lui. Un homme qui avance dans la vie, comme si toutes les portes s'ouvraient non pas devant lui, mais pour lui. Le journaliste Lucas l'intercepta près d'un stand. « Olivier, la transaction avec le groupe Céleste est pratiquement finalisée. Est-ce vrai ?» Olivier sourit, de ce sourire parfaitement calibré. « Nous avançons dans la bonne direction, répondit-il. L'important maintenant est de parler de l'avenir. » Et pourtant, insista Lucas, votre divorce fait tout autant parler de lui. Est-ce que cela ne nuit pas à la réputation de l'entreprise ? Le sourire d'Olivier se durcit une seconde. Je ne dirai qu'une chose. Tout le monde ne supporte pas le rythme quand une entreprise passe à un autre niveau. Certains préfèrent une vie plus calme, plus simple. Hélène entendit ces mots grâce à un écran dans le hall. Elle ne tressaillit pas, ne s'arrêta pas, sentit simplement quelque chose se glacer définitivement en elle. Et à la même seconde, le bruit ambiant changea. D'abord un léger mouvement de la foule, des têtes qui se tournent, un murmure, puis un autre. Julien, c'est Julien, ce n'est pas possible. Julien entra le premier dans la salle. Il ne prouvait à personne qu'il avait le droit d'être là. Pendant quelques secondes, le public ne réagit pas du tout, puis tout bascula. Les caméras se tournèrent, les voix s'élevèrent. Et ce n'est qu'après que tout le monde vit la femme qui marchait à ses côtés. C'est alors qu'une seconde vague, bien plus lourde, déferla sur la salle. Hélène marchait calmement, bien qu'elle sentît chaque regard presque physiquement.
La reconnaissance, le doute, la tentative de comprendre d'où cette femme tirait le droit de se tenir là, comme si sa présence n'était pas un hasard. Olivier ne la vit pas tout de suite, mais quand il la vit, ce fut comme un aveuglement momentané. Les doigts qui tenaient sa coupe de champagne se crispèrent visiblement. Julien et Hélène s'avancèrent juste à l'endroit où les invités pouvaient les entendre. Lucas fit un pas vers eux. « Pardon, Hélène, demanda-t-il, comme s'il n'y croyait pas lui-même. Elle se tourna vers lui. « Oui, Hélène. À quel titre êtes-vous ici ?» Hélène sentit tous les regards converger vers elle. « Je représente Phoenix Stratégie, dit-elle d'un ton neutre, en tant que représentante stratégique. » Un murmure à peine audible parcourut la salle. Olivier fit un pas en avant. « C'est absurde, elle n'a aucun lien avec... » Mais il était déjà trop tard pour l'interrompre. Le moment était passé. Hélène tourna la tête vers lui et le regarda droit dans les yeux. « Phoenix Stratégie contrôle déjà le site où se trouve votre nœud logistique clé, dit-elle, et une partie des dettes à court terme sans lesquelles Horizon Logistique ne peut pas se mouvoir aussi librement que vous le souhaiteriez. » Elle n'élevait pas la voix, ce qui la rendait encore plus redoutable. « Que voulez-vous dire exactement ?» demanda Lucas. « Simplement que les belles enseignes ne suffisent pas si les fondations sont chancelantes. Parfois, une entreprise ne repose pas sur des interviews retentissantes, mais sur des choses que l'on considère longtemps comme sans importance. » Olivier pâlit presque imperceptiblement. Hélène vit que le coup avait porté, exactement là où il le fallait. De nouvelles conversations fusaient déjà dans la salle. Pas sur la transaction avec le groupe Céleste, pas sur les plans d'Olivier, mais sur le retour de Julien et sur la raison pour laquelle la femme que l'on considérait hier encore comme une simple ex-épouse parlait aujourd'hui comme si elle savait où une grande entreprise avait mal. Tard le soir, quand ils quittèrent le centre, l'air extérieur semblait encore plus froid, mais maintenant ce froid ne brisait plus, il ne faisait que dégriser. Hélène s'autorisa à expirer. « J'ai cru que mes jambes allaient flancher, avoua-t-elle. »« Mais vous ne l'avez pas laissé paraître, » répondit Julien. Julien regarda l'écran de son téléphone. « Il va répondre vite. » Et Olivier répondit en effet rapidement, alors que la voiture roulait encore. Son équipe envoyait déjà un communiqué. Il y était dit qu'Hélène utilisait illégalement des documents de l'entreprise, que ses actions étaient dictées par une rancœur personnelle. Presque au même moment, Olivier exigea une réunion d'urgence du conseil d'administration. Hélène lut le texte et posa lentement le téléphone. Le triomphe avait disparu. La lucidité avait pris sa place. Elle se tourna vers Julien. « Alors, le prochain round ne se jouera pas devant les caméras. »« Non, » dit-il calmement. « Le prochain round se jouera là où les mots ont plus de poids, dans la salle du conseil. » Hélène hocha la tête. Elle le comprenait clairement maintenant. La belle entrée n'avait fait qu'ouvrir la porte, et derrière cette porte, un vrai combat l'attendait. Dehors, les rues mouillées défilaient. Aujourd'hui, Olivier n'avait pas perdu la face. La face, il essayait encore de la sauver. Aujourd'hui, il avait perdu la tranquillité. Et ce n'était que le début. Au matin, après le forum, Hélène avait l'impression que la nuit n'avait pas eu lieu. Tout ce qui s'était passé la veille sous la lumière des caméras n'avait pas eu le temps de devenir du passé. Cela avait seulement changé de forme. La salle, les flashs, les visages, tout cela s'était maintenant condensé en quelques lignes sèches sur l'écran de son téléphone. Le conseil d'administration se réunit de manière non planifiée dans 2 heures. Le vrai coup, comme l'avait dit Julien, n'était jamais porté dans un hall sous les caméras. Il était porté derrière une porte fermée, là où les mots cessaient d'être une image pour devenir une décision. La salle de réunion était lumineuse, presque impitoyablement lumineuse. Les gens autour de la table s'efforçaient de garder des visages neutres, mais la tension transparaissait dans les détails. Les dos trop droits, les doigts qui déplaçaient inconsciemment des stylos. Olivier entra un peu avant tout le monde et prit sa place habituelle en bout de table. Il semblait maître de lui, même trop. Seule une ombre sous ses yeux, qui n'était pas là quelques jours auparavant, trahissait sa fatigue. Hélène s'assit non pas à côté de Julien, mais un peu plus à gauche.
Elle sentait un tremblement dans ses doigts, mais posa ses mains à plat sur son dossier. C'était la première salle de ce niveau où elle devait parler non pas par-dessus l'épaule de quelqu'un, mais pour elle-même. Ni en tant qu'épouse, ni en tant qu'ex, mais en tant que personne qui allait soit se tenir debout, soit se laisser à nouveau expulser. Olivier commença le premier. Il parlait avec assurance, d'une voix bien posée, cette même voix avec laquelle il avait autrefois convaincu les investisseurs. Il qualifia les événements de vengeance personnelle, de crise émotionnelle, de tentative de pression. En substance, conclut Olivier, en lui jetant un regard froid, nous avons affaire à une femme qui n'a pas su séparer le personnel du professionnel. Le silence qui suivit ces mots fut désagréable et long. Julien ne dit pas un mot, et c'était la bonne chose à faire. C'était à elle de le faire. Hélène se leva lentement. S'approchant de l'écran, elle ouvrit son dossier et posa un instant ses doigts sur le bord de la table. Cette seconde lui suffit pour ravaler sa peur. S'il s'agissait vraiment uniquement du personnel, dit-elle d'un ton neutre, je ne serais pas venue ici avec des chiffres. Le premier schéma apparut à l'écran. Pas une présentation brillante, mais une carte de travail des itinéraires. Celle-là même qu'elle avait autrefois assemblée la mie. C'est le modèle de distribution sur lequel tout le réseau interne s'est développé, continua Hélène. Voici la première version. Voici la correction. Voici les courriels où ces modifications étaient envoyées à Olivier la nuit, avant les réunions avec les investisseurs. Elle appuya sur une touche et un courriel avec une vieille date s'afficha à l'écran. Heure, 3h17 du matin. Un premier changement parcourut les visages autour de la table. Encore de la méfiance, mais plus le même scepticisme indifférent. Olivier sourit. Une correspondance de travail ne prouve rien. Hélène ne se tourna même pas vers lui. Alors regardons ce qui prouve davantage. Elle parlait sans emphase, simplement, clairement. Elle exposait les faits comme on démonte un objet défectueux sur une table pour montrer où il est cassé. Elle expliqua que le nœud logistique clé n'était pas juste un site parmi d'autres, mais le seul point avec l'autorisation requise, que le bail arrivait à son terme, que celui qui contrôlait ce terrain tenait entre ses mains non pas un bâtiment, mais le souffle de toute la chaîne. Il y a 6 mois, les paiements sur ces contrats ont été réduits, poursuivit Hélène. Dans les rapports, cela apparaît comme une économie. Sur le papier, tout est encore beau. À l'intérieur, la structure a déjà commencé à se fragiliser. Bernard prit la parole lentement. Voulez-vous dire que lors de la préparation de la transaction, on nous a caché une dépendance critique vis-à-vis d'un actif ? Hélène se tourna vers lui. Je veux dire que la dépendance existait, qu'ils le savaient, mais qu'ils ont décidé qu'une belle entrée à un nouveau niveau était plus importante qu'une ennuyeuse stabilité interne. Olivier frappa la table de la pomme. C'est un mensonge, elle construit tout sur de vieux documents. Non, répondit pour la première fois Hélène avec fermeté, en le regardant droit dans les yeux. Je construis cela sur ce que j'ai moi-même assemblé, pièce par pièce. Tu as pensé trop longtemps que si une personne ne se tient pas à tes côtés sur scène, c'est comme si elle n'existait pas. C'est à ce moment précis qu'Hélène comprit qu'elle ne faisait pas que se défendre. Elle entraînait la salle avec elle. Quand elle eut terminé, il ne restait plus dans l'air la même méfiance. C'était la fin, pas bruyante, pas théâtrale. Juste ce moment où une personne est encore assise dans son fauteuil, mais où le pouvoir ne lui appartient déjà plus. Le vote fut rapide. Hélène ne s'assit pas tout de suite dans son fauteuil. Elle ne le regarda même pas. Mais quand le président du conseil annonça sèchement la décision, son regard glissa involontairement vers la place en bout de table. Il y a peu de temps encore, ce fauteuil était le symbole d'un monde où on ne lui permettait pas d'exister ouvertement. Et maintenant, il était vide. Après la réunion, Julien s'approcha d'elle. « Vous féliciter maintenant serait stupide. Ce n'est pas encore une victoire complète. Mais vous venez de parcourir la moitié du chemin. Je pensais que je n'arriverais pas à parler. Vous n'avez pas seulement parlé, vous avez tenu la salle. À partir de maintenant, je veux que vous dirigiez Phoenix Stratégie pendant la phase de transition. Non pas comme une figure de proue, mais comme la personne qui a déjà prouvé qu'elle comprend ce qu'elle tient entre ses mains. On conduisit Hélène à un bureau temporaire.
La fatigue la submergea soudainement. La victoire arrive rarement avec une belle musique. Le plus souvent, elle arrive avec des genoux qui tremblent et un sentiment de vide. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Un jeune homme du service juridique du groupe Céleste entra. « On a laissé des documents pour vous. On m'a dit de vous les remettre en personne. » Il posa une enveloppe épaisse et un petit porte-clés enregistreur sur la table. Hélène fixa l'enveloppe un long moment sans y toucher, puis l'ouvrit finalement. À l'intérieur se trouvait une copie du projet de transfert de contrôle de Phoenix Stratégie au profit du groupe Céleste, sous réserve de certaines conditions. Les doigts d'Hélène devinrent glacés. Elle appuya sur le bouton du porte-clés. Des bribes d'une conversation de Julien se firent entendre, des morceaux suffisants pour l'achever. Code. Retour. Le contrôle passera. C'était peu pour un tribunal, mais suffisant pour la blesser. Elle posa lentement le porte-clés sur la table. Était-ce donc de nouveau la même chose, simplement une autre manière, plus intelligente, de l'utiliser? La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, 2 hommes de l'équipe de Bernard entrèrent. « Madame Hélène, Bernard vous demande pour une courte conversation, juste pour dissiper un malentendu. » Hélène replia soigneusement les papiers dans l'enveloppe, rangea le porte-clés dans la poche de sa veste. Elle n'écrivit pas à Julien, n'appela pas d'avocat. Elle voulait entendre la vérité non pas à travers les explications d'autres, mais de la bouche de l'homme qui était derrière ce jeu. Quand elle sortit du bureau, sa démarche était assurée, mais à l'intérieur, tout s'effondrait pour la 2e fois en 1 semaine. Et cette fois, la chute était plus douloureuse, car maintenant, elle avait quelque chose à perdre. Le bureau de Bernard était si haut que la ville en bas ne semblait plus être Lyon, mais simplement un plan lumineux. Les rues mouillées, les lumières des voitures, les rares taches sombres des cours. Tout cela s'étendait loin sous la vitre, comme si cela n'avait aucun rapport avec les gens qui, ici, en haut, décidaient du destin des autres. Hélène entra dans le bureau sans se presser. Bien qu'à l'intérieur, tout en elle fût tendu à l'extrême, elle tenait l'enveloppe à la main. Le petit porte-clés enregistreur était dans la poche de sa veste, et ces 2 objets lui semblaient maintenant plus lourds qu'ils ne l'étaient en réalité. À l'intérieur, il n'y avait que lui, une table en bois noir, 2 dossiers, une carafe d'eau et un silence dans lequel on pouvait facilement étouffer. Bernard se tenait près de la fenêtre, ne se retourna pas tout de suite, lui laissant quelques secondes pour sentir la différence entre elle et lui, entre le bureau temporaire en bas et ce ciel de verre. « Asseyez-vous, dit-il enfin. Hélène ne s'assit pas. C'est mieux ainsi. Il se tourna vers elle et sourit à peine perceptiblement. Pas de chaleur, de la compréhension. Vous avez déjà eu le temps de jeter un œil à l'enveloppe. C'est bien. Je n'aime pas perdre de temps en longues introductions. Alors n'en perdez pas, répondit Hélène. Dites-le franchement. Franchement. Très bien. Julien est en effet venu me voir, et ce n'était ni hier, ni par hasard. Il voulait récupérer ce que je lui avais pris autrefois, son code, son système, sa fierté si vous voulez. Moi, je voulais autre chose. Horizon logistique, mais sans Olivier, sans bruit et à un prix plus bas. Vous vous êtes avéré être un point de rencontre utile pour nos intérêts. Il prononça cela d'un ton neutre, presque paisible. Hélène ne détourna pas les yeux. Donc, il m'a utilisé. Tout le monde utilise tout le monde, dit calmement Bernard. La seule différence, c'est de savoir qui le comprend à temps. Julien est intelligent. Il l'a compris avant Olivier. Et vous, vous vous êtes avérée plus intelligente qu'Olivier ne le pensait. Voilà tout le tableau. Il s'approcha de la table et tourna quelques feuilles vers elle. Voici l'accord final. Le transfert du contrôle de Phoenix Stratégie au profit du groupe Céleste avec une compensation pour vous. Une compensation très généreuse, compte tenu du point de départ de votre semaine. Elle aperçut un chiffre. Suffisant pour ne plus jamais avoir à penser à un appartement en location, à des factures, à la peur de se retrouver sans soutien. Vous recevrez l'argent, continua-t-il, discrètement, rapidement, sans une guerre qui durerait des années. Vous pourrez disparaître de cette histoire avec dignité. Et si vous ne signez pas,
je transformerai votre victoire en le début d'une agonie très longue et très coûteuse. » Hélène regarda les papiers et comprit soudain quelque chose qui, à l'intérieur, figea tout avant de s'éclaircir étrangement. Si Julien avait déjà cédé l'entreprise, ce dossier ne serait pas là. Bernard n'aurait pas besoin de la convaincre, n'aurait pas besoin de promettre de l'argent. Donc, non. Donc, Julien était venu le voir, mais n'était pas allé jusqu'au bout, n'avait pas cédé, n'avait pas conclu. Bernard remarqua le changement sur son visage. « Ne vous bercez pas d'illusions, dit-il doucement. Il n'a simplement pas eu le temps de choisir un moment plus opportun pour vous le dire. » Hélène leva les yeux. « Non, s'il avait décidé, je ne serais pas là. » Le sourire sur le visage de Bernard vacilla pour la première fois. « Vous avez commencé à lui faire confiance bien trop vite. »« Je n'ai pas dit que je lui faisais confiance, » répondit-elle. « J'ai dit que je voyais clair en vous. » Elle prit les documents à deux mains et les déchira en deux. Le son du papier fin et cher dans le silence du bureau parut presque indécent. Hélène laissa tomber les morceaux sur la table. Le visage de Bernard changea lentement. Une colère froide, presque blanche. « Quelle tête de mule vous faites !»« Non, » répondit Hélène. « Je ne me vends simplement plus à bas prix, même pour beaucoup d'argent. » La porte s'ouvrit avant que quiconque de l'extérieur ait pu entrer. Sur le seuil se tenait Julien. « Pas la peine, » dit Julien, en regardant la main de Bernard près du bouton. « Nous sommes déjà entrés. » Il s'approcha de la table et posa un mince dossier devant Hélène. « Voici la confirmation. Je n'ai jamais signé le transfert de Phoenix Stratégie. Il y a eu des négociations, des propositions, mais pas de signature. » Hélène regarda Julien. « Tu es donc vraiment venu le voir ?» Il n'esquiva pas la question. « Oui, et je voulais échanger l'entreprise contre mon code. Je ne vais pas mentir, surtout maintenant. Mais mon choix a mûri plus tard qu'il n'aurait dû. Mais je l'ai fait. » Julien sortit son téléphone. « Tu penses toujours que tu me tiens à la gorge avec mon propre code, » dit-il à Bernard. « Tu penses que je reviendrai vers toi encore et encore, par peur de perdre ce pourquoi j'ai vécu toutes ces années. » Il appuya sur l'écran. « Plus maintenant. » L'avocat de Julien annonça calmement. Rendu public sur le réseau ouvert. Architecture complète, clé d'accès, protocole de base. Julien répondit tout aussi doucement. Je l'ai donné à tout le monde. Il se fit un tel silence dans la pièce qu'on pouvait entendre le crissement de la pluie contre la vitre. Hélène regardait Julien et voyait le prix qu'il venait de payer. Le vrai prix, des années de travail, ce à quoi il s'était accroché parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. « Tu es devenu fou, » prononça Bernard. « Tu viens de brûler ta meilleure arme. »« Non, » dit Julien, « j'ai brûlé la tienne. » Dans cette phrase, il n'y avait ni triomphe, ni vengeance, seulement la fatigue d'un homme qui comprend le prix de sa propre liberté. Hélène baissa les yeux. Il venait de trancher le lien par lequel Bernard l'avait tenu toutes ces années. Julien se tourna vers elle. « Nous devons y aller. » Elle hocha la tête. Près de l'ascenseur, Julien s'arrêta un instant. « Je ne te demande pas de me pardonner maintenant. » Hélène le regarda longuement. « Ce n'est pas la peine, » répondit-elle. « Aujourd'hui, tu l'as expliqué sans les mots. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Tandis que la cabine descendait lentement, Hélène s'autorisa pour la première fois à penser à ce qu'il serait possible de construire après un tel coup. Pas tout de suite, pas facilement, mais maintenant au moins, sans la main d'un autre sur sa gorge. Une année passa, pas cette année qui, dans les belles histoires, s'écoule facilement en musique, sur un montage de rencontres réussies et de victoires éclatantes. Cette année fut différente. Elle s'écoula lentement, avec de longues journées, un travail acharné, des papiers, des négociations, des réunions ratées et de nouveaux contrats qu'il fallait bâtir presque de zéro. Après cette nuit où Julien avait rompu ses propres chaînes et privé Bernard de son principal levier, rien ne devint simple. Ils avaient sauvé Phoenix Stratégie, mais n'étaient pas sortis indemnes du combat. Julien n'avait plus cet avantage qui le rendait presque inaccessible aux autres joueurs. Le code pour lequel il avait vécu tant d'années cessa d'être son arme secrète. Pour lui, cela signifiait autre chose. Il faudrait désormais construire non pas sur la peur des concurrents, mais sur un travail réel. Et il l'accepta sans se plaindre. Bien qu'Hélène vît ce que lui coûtait un tel silence le soir,
quand il restait longtemps assis près de la fenêtre, apprenant à vivre sans son ancienne ombre. Phoenix Stratégie elle-même ne grandit pas vite, mais solidement, sans promesses tapageuses, sans vitrine vide. Ils rebâtirent le réseau avec ce même respect pour la logique interne. Les contrats étaient vérifiés 3 fois. Les nouveaux partenaires venaient non pas pour l'éclat du nom, mais parce qu'ils commençaient à faire confiance à l'entreprise. Hélène connaissait trop bien le prix de cette honnêteté pour permettre à quiconque d'échanger à nouveau les fondations contre une belle enseigne. Dans le nouveau bureau de Phoenix Stratégie, il n'y avait rien de superflu. De la pierre claire, du bois chaleureux, un haut mur de verre derrière lequel respirait la ville en hiver. Et juste en face de l'entrée, se trouvait le piano. Pas une copie, pas un instrument similaire, mais le vrai. Quand on l'amena, Hélène resta quelques minutes à côté, sans le toucher. Le vernis noir était un peu plus vieilli qu'avant. Sur le couvercle, il restait une rayure à peine visible qu'elle connaissait depuis l'enfance. Elle la caressa du bout des doigts, si prudemment, comme si elle craignait de faire fuir le souvenir. Puis elle souleva le couvercle et pressa une seule touche. Le son fut doux, profond, vivant. C'est alors que, pour la première fois depuis longtemps, elle pleura sans humiliation. Désormais, le piano se trouvait dans le hall, non pas comme une décoration. Il était le signe qu'on peut récupérer non seulement l'argent, non seulement le contrôle, non seulement un nom. On peut récupérer ce qu'on a autrefois essayé de sortir de votre vie comme un objet inutile. Le soir du dernier jour de travail de décembre, Hélène s'attarda seule dans le hall. La lumière était déjà tamisée. Elle arrangea une fine branche de baie d'hiver posée sur le piano et son regard s'arrêta une seconde sur le couvercle noir. « Il est à la maison », dit-elle doucement, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui n'était plus là depuis longtemps. « Et vous aussi ?» retentit la voix de Julien derrière elle. Elle se retourna. Il se tenait à l'entrée, en manteau, le visage un peu fatigué, avec ce calme posé qui, au cours de cette année, était devenu en lui non pas une armure, mais une partie de sa nouvelle vie. Il n'y avait plus en lui l'éclat d'antan de l'homme convaincu de pouvoir battre tout le monde grâce à un seul secret. Mais il y avait autre chose, une clarté, une droiture et une légèreté tardive inattendues. « La voiture attend, dit-il, sauf si, bien sûr, vous avez changé d'avis pour y aller. »« Pour ce soir, il est trop tard pour changer d'avis, » répondit Hélène avec un sourire en coin. La soirée d'affaires annuelle au centre de Lyon rassemblait tous ceux qui avaient autrefois murmuré sur son divorce, puis commenté la chute d'Olivier, puis suivi prudemment Phoenix Stratégie. Dans la salle, il faisait chaud, c'était lumineux et bruyant. Tout semblait presque comme un an auparavant. Et pourtant, pour Hélène, c'était déjà un autre monde. À l'époque, elle entrait dans une telle salle comme une femme qu'on avait effacée. Aujourd'hui, comme une personne que l'on venait saluer en premier. On la remarquait, on interrogeait sur ses projets, sur les nouveaux nœuds logistiques. Elle répondait calmement, sans fierté excessive. Julien se tenait à ses côtés, mais sans la dissimuler, et il y avait là plus de respect que dans n'importe quelle protection ostentatoire. Ils étaient presque arrivés au grand escalier quand un homme leur barra le chemin, un homme qu'Hélène ne reconnut pas tout de suite. Non pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce qu'il avait rapetissé. Olivier se tenait près d'un cordon de velours, comme s'il n'osait pas s'approcher. Son costume était cher, mais lui allait mal. Ses épaules semblaient affaissées, ses cheveux avaient visiblement blanchi, son visage était creusé. « Hélène », dit-il. Pour la première fois, sa voix ne contenait ni supériorité, ni irritation, seulement la tension d'un homme qui venait demander quelque chose. « Il faut qu'on parle une minute. » Julien tourna légèrement la tête, mais n'intervint pas. Olivier fit un pas de plus. « Je connais les marchés, je connais les chaînes. Je pourrais être utile à Phoenix Stratégie. Je suis prêt à ne pas commencer au premier rang. » Il parlait trop vite pour un homme qui avait autrefois aimé une assurance mesurée. Hélène le regardait calmement et à chaque mot sentait de plus en plus clairement une chose simple à l'intérieur. Un vide, là où avait autrefois vécu la douleur. Ni colère, ni désir d'achever, juste un vide. Il était devenu un étranger, avec une proposition malheureuse. « Écoute-moi », ajouta Olivier plus bas, « je peux compenser. » Elle l'arrêta d'un seul regard. «
Non. Il se figea, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'un refus puisse être aussi bref. Tu ne veux même pas en discuter. Hélène s'approcha. Nous avons des règles de recrutement strictes dans notre entreprise, dit-elle calmement. Et l'une d'elles est que nous ne recrutons pas les gens qui détruisent ce qui leur a été confié. Une lueur de son ancien mécontentement traversa son visage, mais même elle était déjà faible. Tu parles comme si tu avais construit tout ça toute seule, comme si sans moi. Sans toi, j'aurais été moi-même bien plus tôt, répondit Hélène, ni brusquement, ni fort. C'est précisément pour cela que les mots tombèrent justes. Olivier se tut. À cet instant, il vit pour la première fois vraiment ce qu'il avait perdu. Pas une épouse, pas une personne pratique dans l'ombre. Il avait perdu celui qui, pendant des années, avait porté le poids de son beau monde. Hélène n'attendit pas plus longtemps. Elle se détourna simplement. Julien lui tendit silencieusement la main. Elle le prit par le bras, aussi naturellement qu'on prend celui d'une personne avec qui on n'a plus rien à prouver. Ils se dirigèrent vers l'escalier, et le bruit de la salle se referma derrière eux. En haut, Hélène s'arrêta une seconde et se retourna. Olivier se tenait toujours près du cordon de velours, seul, resté là où s'arrête le droit d'aller plus loin. « Tu as pitié de lui » demanda doucement Julien. Hélène secoua la tête. « Non, je ne ressens simplement enfin plus rien pour lui. » Ils entrèrent dans la salle sous la lumière chaude des lustres. Le monde ne s'arrêtait pas pour les dénouements des autres, il continuait. Et cette fois, Hélène avançait avec lui, au lieu de courir derrière, essayant de rattraper sa propre vie. Plus tard, quand ils sortirent, la neige n'était pas encore tombée, mais on sentait déjà l'hiver dans l'air. Le froid ne semblait plus hostile. Hélène leva le visage vers le ciel nocturne et pensa soudain à cette soirée de novembre où elle se tenait avec 2 valises devant une porte inconnue. À ce moment-là, elle avait l'impression qu'il n'y avait rien devant elle, à part le froid. Maintenant, elle savait que parfois, on est simplement poussé là où l'on cesse enfin de vivre dans l'ombre d'un autre. Elle monta en voiture et Julien prit place à côté. Leurs épaules se frôlèrent légèrement, sans démonstration, sans promesse pour la vie, juste comme le signe qu'ils iraient désormais dans la même direction. Quelque part derrière eux restait la salle, les voix, les rôles passés et cette pluie froide. Et devant, il n'y avait pas de conte de fées. Devant, il y avait du travail, de la fatigue, des décisions, de nouveaux risques. Mais tout cela lui appartenait désormais, et c'était là l'essentiel. Hélène n'avait récupéré ni une place, ni de l'argent, ni un nom célèbre. Elle avait récupéré le droit de ne pas être l'accessoire de quelqu'un, l'ombre profitable de quelqu'un, mais sa propre vie. Quelque part loin dans sa mémoire, existait encore cette pluie froide de novembre, mais maintenant, elle était enfin restée là où était sa place, derrière. Parfois, la vie s'effondre non pas parce que c'en est fini de nous, mais parce qu'on nous a trop longtemps retenus là où nous avions déjà grandi au-delà de nous-mêmes. Dans l'agitation, nous supportons souvent le froid et le mépris des autres simplement parce que nous avons peur de recommencer. Mais c'est précisément au moment où une porte se ferme que nous avons la chance de voir notre vraie valeur. Non pas par vengeance, mais pour notre propre dignité et le droit de vivre notre vie. Peut-être est-il temps aujourd'hui de se demander honnêtement, où, dans ma vie, est-ce que je permets encore à quelqu'un de sous-estimer ma vraie valeur ?